Je me trouve aujourd'hui dans l'atelier de Daniel Schlier. Il a été sollicité pour travailler sur un important triptyque réalisé par Autodix entre 1928 et 1932, qui est le triptyque de la guerre, qui est probablement l'une des œuvres de Dix qui s'inspire le plus du retable d'Isenheim à Colmar. C'est un tableau en 4 panneaux, une scène centrale, une prédelle et des volets latéraux. L'œuvre a été peinte sur bois, est très fragile et n'a donc pas pu être prêtée dans le cadre de cette exposition. Aussi, il nous apparaissait intéressant de faire travailler Daniel Schlier et ses élèves, et Daniel Schlier en particulier, sur le sujet de la technique à partir d'un de ces panneaux, et notamment celui de la prédelle. Je m'appelle Daniel Schlier, je suis professeur à la Haute École des Arts du Rhin. J'y dirige l'atelier de peinture et c'est dans ce cadre-là que les étudiants de l'atelier ont réalisé la grande copie dessinée du triptyque de la guerre d'Autodix. Parallèlement à ce grand dessin a été réalisée également une copie de la prédelle du retable de la guerre d'Autodix. Cette copie est en fait une fausse copie, pour ainsi dire. C'est une copie qui s'évertue surtout à montrer les différentes étapes du langage pictural d'Autodix, plutôt que de vouloir reconstituer l'image au sens strict. Autodix, pendant près de 20 ans, a pratiqué une technique très singulière qu'on appelle en allemand la Mischtechnik, qui s'appelle en fait en français une technique mixte. Cette technique a une particularité, c'est qu'elle a été introduite par un technicien de peinture qui s'appelait Max Dörner et qui était une reconstitution des techniques de peinture anciennes. Technique que Dix aurait repris à son compte pour avoir cette espèce de peinture très particulière qu'il a pratiquée en gros depuis 1920 à 1940. Chose qui évidemment est à mettre en regard et en reflet très très fort avec le retable d'Isenheim. Pour être beaucoup plus clair d'un point de vue purement technique, il y a 2 techniques de base. Les techniques dites à l'eau et les techniques dites à l'huile. À l'eau, vous connaissez tous, la peinture à la gouache, l'aquarelle, etc. Peinture qui permet d'avoir un effet graphique. On peut dessiner de façon précise, très très fine, on peut avoir vraiment une très grande précision dans ces dessins-là. Si vous peignez avec de l'huile, vous aurez une matière, une richesse, vous aurez de la profondeur, vous aurez une densité, mais vous aurez une grande difficulté à avoir de la précision. Et donc, ce dilemme a été résolu en fait depuis le début de l'invention des techniques de peinture, et ce à la fin du Moyen-Âge, par une technique extrêmement simple, qui sont les techniques dites à l'émulsion. Tout le monde a fait dans sa vie une mayonnaise, on mélange grâce à un œuf de l'eau et de l'huile, et donc vous profitez en fait des qualités des deux. Vous avez d'un côté, grâce à l'eau, le dessiné, le précis, le graphique, et grâce à l'huile, vous avez une densité, une matière, une profondeur. On travaille sur des supports en bois. Il y a un panneau de contreplaqué sur lequel on passe une première couche de colle, qui ensuite est marouflée, c'est-à-dire contrecollée avec une toile, afin d'éviter que les nervures du bois qui vont travailler dans le temps ne déchirent la surface peinte. Ensuite, il y a plusieurs couches, ça peut aller jusqu'à 20 couches, d'un enduit qui est constitué de colle de peau, mélangé à du plâtre mort, à de la craie, à de la poudre de marbre, à du blanc de différentes qualités. L'enduit à la fin a la même texture qu'une craie ou qu'un plâtre posé sur un mur et donc est extrêmement absorbant. Et le fait que ce soit très absorbant permettra à la peinture qui va être posée dessus de s'ancrer. Et comme la peinture à l'huile a un grand problème qui est le jaunissement, en fait, cette peinture à l'huile va être absorbée par le fond et va limiter le jaunissement dans le temps. Mais ça permet aussi surtout de pouvoir travailler par couches successives, à savoir une première couche qui va être très maigre, très affaiblie par les premières absorptions en fait, tel qu'on peut le deviner ici et là. Ces premières couches vont en fait permettre de recevoir de nombreuses autres couches, qui seraient comparables en fait, à quelque sorte, à des plaques de verre colorées qui seraient superposées. Les fonds qui sont préparés ainsi sont très clairs, très très blancs. Cette clarté est nécessaire. C'est cette lumière qui va permettre un rebondissement de la lumière qui va pénétrer les couches colorées et va rebondir sur ce fond.
Pour autant, de peindre directement sur un fond blanc, c'est tout à fait impossible. On a toujours travaillé sur des couleurs beaucoup plus marquées, qui allaient de rouge très puissant, très fort, des vermillons, jusqu'à des bruns très sombres, voire des noirs. Et Autodix redécouvre en fait les vertus de ces fonds préparés, et sur cette fameuse prédelle, il a commencé par faire carrément une première couche en noir, qui permet complètement de tuer la lumière. Ce fond noir a été recouvert en une deuxième couche par un fond qui est fait d'une terre rouge. La première étape de ce tableau, une fois qu'ont été posés le fond noir et terre, a été de reprendre toute la peinture en noir et blanc. C'est une technique qu'on appelle la technique de la grisaille, qui consiste tout simplement à peindre en noir et blanc. Vous voyez ici, j'ai laissé des fenêtres ouvertes. On voit très bien que toute la composition a été peinte en blanc et noir, comme une photographie en noir et blanc. Un exemple célèbre qui est présent à Colmar, c'est tout simplement la fameuse résurrection de Grunewald. On voit cette espèce d'effet d'arc-en-ciel et d'ombilique, en fait. Grunewald est un virtuose, est un des très très grands virtuoses de l'histoire de la peinture, mais il faut savoir qu'en dessous, c'est peint en grisaille. Donc, ce qui permet de poser un dessin très clair. Et ensuite, on revient avec des couches successives de couleurs, et ça se voit très bien dans la résurrection. On peut du coup chamarrer, nuancer, faire des effets d'arc-en-ciel, sans que pour autant la structure en dessous soit mise en cause. Sur la grisaille du vêtement de ce soldat ou qui est esquissé ici, on voit très bien que ça a été fait d'abord en noir et blanc. Une première couche très très légère faite dans cette fameuse technique mixte, donc il y a un mélange d'émulsions. Vous voyez, ça permet déjà de colorer très singulièrement les choses. Il est revenu par la suite avec une deuxième couche de noir sur l'ocre, une troisième couche du même ocre à nouveau, ce qui permet de créer une densité tout à fait particulière, et enfin, de nouveau, une couche de noir qui est passée en finale, de façon à créer ce ton très ambigu dont on ne sait trop s'il est ocré, verdâtre, noirâtre, etc. La gamme de couleurs elle se limite à une gamme d'ocré, grisé, très très désaturé, et qui joue très finement simplement sur les superpositions. C'est tout à fait remarquable quand on fait une copie de voir à quel point le personnage du fond, qui a été traité qu'en noir et blanc avec de très légères nuances en fait, a été littéralement caché, coulé dans le noir. Autodix a cherché à enterrer littéralement ces personnages sous des couches de noir, comme si la poussière de la guerre qui devait retomber en permanence était en train de les couvrir. Il est très difficile de savoir si la bouche entrouverte et blafarde ici, qui évoque du coup très très fortement la déploration de Grunewald, ou les trous qui percent leurs uniformes à différents endroits, qui évoquent là aussi très très fortement le périsonium déchiré du Christ sur le retable d'Isenheim. Difficile de savoir s'il s'agit réellement de trous de balles qui ont percé les uniformes et qui ont tué ces soldats, ou s'ils sont simplement des survivants d'un épisode de guerre et qu'ils se reposent tout simplement après une journée de combat en fait. Dix m'a toujours accompagné dans mon parcours de peintre, pour cette raison-là, d'être quelqu'un qui est à la fois au milieu et sur les côtés, qui se pose des questions de grammaire et d'image de façon très très forte, qui ne sacrifie pas l'un pour l'autre. La forme ne devient jamais prédominante par rapport à l'image, et l'image n'existe que si elle est vraiment complètement maîtrisée, travaillée par une forme en fait. Et cette dimension-là chez Autodix, qui le rapproche très fortement de Grunewald, est par définition une attitude moderne.